Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et malheureusement cet update va être un tout petit peu catastrophique. J'en ai parlé en vlog, mon mois de août en termes de lecture n'a pas été foufou. Vraiment pas, je pense que c'est l'un des pires mois d'août de ma vie, surtout en termes de lecture hein, évidemment. Surtout depuis que je lis de la romance principalement en août, mais là vraiment ça a été catastrophique. Et en même temps, je me rends compte que dans cette update, il n'y a pas tant de romances que ça. J'ai pas mis énormément de romances dans ma page du mois d'août, j'ai mis pas mal d'autres choses. Ou alors c'est des livres que j'ai lus en juillet, je sais plus. Si, je crois que c'est ma page du mois de juillet en fait, je raconte des bêtises. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que mon mois d'août a été nul. C'est pas le mois d'août qui a été nul, en fait c'est fin juillet, début août qui a été nul. Et après ça allait. Mais oui, je crois que c'est des lectures du mois de juillet. Je pense que c'est des lectures du mois de juillet. Écoutez, c'est pas très grave en quel mois je les ai lus. Il se trouve juste que c'était pas des super lectures. Mais je vais vous les présenter quand même et on va y aller. Le premier, c'est 42 jours de Silène Edgar et je suis très déçue. Vraiment, c'est le troisième livre, je crois, que je lis de l'autrice. J'avais lu La Dame des Murs, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'avais lu 1414 qu'elle a écrit avec... comment il s'appelle un autre... Paul Béarn, je crois. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Bref, que j'avais aussi beaucoup aimé. Et en fait, dans chacun de ces livres, on retrouve un concept de dualité entre deux époques. Donc principalement notre époque contemporaine à chaque fois, et puis 1414 c'est 1914 évidemment, et dans La Dame des Murs ça va être le mur donc je crois que c'est de la Yougoslavie ou un truc comme ça. En fait je sais plus quel pays c'est, mais j'ai la capitale, je suis nulle en capitale et en pays, mais en tout cas elles vont à Riga dans La Dame des Murs. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère qui vont à Riga, sa grand-mère venant de là-bas, et donc il y a toute une histoire avec le mur, etc., etc. Vraiment, il y a cette dualité-là. Ici, c'est pas vraiment le cas. Alors ici, en fait, le thème n'est pas dit. Mais... En fait, je sais pas à quel point les enfants pourront comprendre le thème ici, pourront savoir réellement ce qui se passe pour les enfants qu'on suit dans le bouquin. En tant qu'adulte, tu t'en rends quand même assez rapidement compte, vu l'ambiance et vu ce qu'on te dit, et vu les prénoms des garçons aussi. Mais en tant qu'enfant, je suis pas sûre. Et en fait, alors... c'est pas franchement un thème que j'apprécie en lecture, voilà. Mais ça me dérangeait pas en soi, c'est juste qu'en fait, je m'ennuyais dans le bouquin. En gros, ici, on va suivre Sacha, 12 ans, et Jacob, son petit frère, qui vivent à Paris avec leurs parents. Leurs parents essayent de se débrouiller, ils ont une petite entreprise et tout pour essayer de survivre en fait, mais tu vois bien qu'ils vivent dans un tout petit appartement à 4, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'argent. Bon, après, ils vivent à Paris. On n'a pas l'année de quand est-ce qu'ils vivent à Paris, mais si tu captes le thème du bouquin, tu sais à peu près en quelle année on est. Et les parents, sans vraiment expliquer à leurs enfants le pourquoi du comment, décident d'envoyer Sacha et Jacob en Bretagne, il me semble, c'est ça, chez leur oncle. Voilà, ils leur disent vous allez aller là-bas pour les vacances, c'est plus simple, c'est mieux, il n'y a pas vraiment d'explication. Encore une fois, en tant qu'adulte, si tu connais la thématique, tu captes pourquoi ils les envoient là-bas. Et donc les enfants débarquent là-bas, et en fait c'est une espèce de clinique, pas vraiment psychiatrique, mais pour les personnes comment dire, qui n'ont pas des comportements standards, on va dire. J'essaye de faire attention aux mots que j'utilise. Il n'y a pas vraiment de détails là-dessus, on est dans un livre jeunesse, on est avec des enfants, on est du point de vue des enfants, donc en fait on sait pas trop, mais on est avec les personnages qui vivent dans cette clinique, enfin dans cette espèce de manoir, en plus de l'oncle et de la tante de Jacob et Sacha, se prennent tous pour des personnages connus. Il y en a un qui se prend pour Victor Hugo, il y en a une qui se prend pour un chat, je crois. Voilà, il y en a un qui se prend pour Napoléon, un truc comme ça. Vous voyez, ils ont tous comme un dédoublement de la personnalité, un peu. Je connais pas trop les termes, mais je voudrais pas m'engager là-dedans. Et donc voilà, on est là-dedans, et puis on te parle d'un mystère. Et dans le bouquin, c'est marqué mais les garçons ne s'ennuient pas une minute. Le manoir est plein de secrets sur lesquels enquêter. Les garçons s'ennuient peut-être pas dans ce manoir, hein, mais moi je me suis fait chier en fait. Vraiment, je vous jure. Je vais vous dire, j'ai quand même été assez long, hein, j'ai été jusqu'à la page 175. Alors en nombre de pages, ça fait beaucoup. Après, j'ai une version, c'est marqué là, adaptée aux lecteurs dyslexiques. Je savais même pas que ça existait, mais écoutez, bref. Donc en fait, c'est écrit vraiment très gros et le texte n'est pas justifié
Et puis il y a les marges sont pas forcément plus grosses que dans d'autres bouquins, mais voilà, bref. Donc j'ai quand même été assez loin, et en fait, j'attendais que ça démarre, qu'il se passe un truc vraiment, que ça démarre. Une fois que j'ai compris la thématique, une fois que j'ai compris les raisons, le pourquoi, du comment, etc., qu'on m'a présenté les personnages, le manoir, ça démarre pas en fait, il se passe rien, il n'y a pas réellement d'enquête, il n'y a pas réellement d'aventure, je m'ennuie en fait, vraiment. Du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai lâché l'affaire, tout simplement. Voilà, de temps en temps, on a donc du coup, comme dans tous les cinémas de guerre, on a des petits portraits comme ça. Donc là, c'est Louis XIV, parce qu'il y a un des personnages qui se prend pour Louis XIV, voilà. Mais même ça, on rentre pas vraiment dans le détail de ces personnages-là, je sais pas, y a rien en fait. Enfin, vraiment, j'ai pas compris le but du bouquin et le fait qu'on aborde pas le thème principal, enfin la raison pour laquelle les parents font quitter Paris aux enfants, ce n'est pas expliqué, ce n'est pas abordé. Encore une fois, parce qu'on est du point de vue des enfants. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire ça pour ça si tu le dis pas? Enfin, genre, enfin, vraiment, j'ai pas compris le but du bouquin et je me suis ennuyée, donc j'ai arrêté. Ensuite, j'ai lu Les Piliers de la Magie, le tome 1, Une pincée de magie de Mérida Reinhardt et Byron Ottinel. Ça partait plutôt bien, mais assez rapidement, on a tourné en rond. Et ça m'a rappelé les romantécies hyper connus, là, vous savez, avec cette trope très répandue. Et bah pareil, en fait, on piétine, on n'avance pas, il se passe pas grand-chose, et au bout d'un moment... bah, le peu qu'on me propose, ça m'intéresse pas en termes d'histoire, donc en fait j'ai arrêté. J'ai quand même été assez loin parce que j'ai lu 107 pages. C'est assez rare que j'aille au-delà de la page 50 même avant d'abandonner un bouquin. Mais ouais, en gros on va suivre une jeune fille qui s'appelle Constance. On est dans un univers donc de magie où il y a 3 grandes castes de magie. Je pourrais pas vous donner en détail les 3 castes, mais bref. Il me semble qu'il y a les enchanteurs, les potions, mais l'autre je sais plus ce que c'est. L'autre, c'est celle où il y a le moins de monde qui y va, et du coup, je sais plus ce que c'est. Bref, et donc, elle est en train de faire ses cours de magie, enfin, on la rencontre, elle va passer l'examen final pour choisir une spécialisation et potentiellement obtenir un apprentissage, donc avec un maître, pour finir sa formation et devenir par la suite elle-même maître, voyez-vous. Sauf qu'il va y avoir un couac au moment de son évaluation, et en gros, elle va aller dans la mauvaise salle pour faire son évaluation, et donc en fait, elle va passer l'examen pas pour le type de spécialisation qu'elle voulait. Et bon, c'est comme ça, elle passe la spécialisation, et il se trouve qu'elle réussit et qu'elle obtient un apprentissage avec un maître. Le maître avec qui elle va aller est un personnage... Moi, je l'ai imaginé un peu comme Rogue, pour vous donner un ordre d'idée, dans Harry Potter. Donc, voilà, c'est le genre de personnage extrêmement froid, qui a l'air extrêmement sévère, qui fait flipper tout le monde, que pas grand monde n'aime. Mais bon, elle a l'apprentissage avec lui, donc elle va chez lui, et puis on la suit dans son apprentissage, etc. Mais en fait, bah, il se passe pas grand chose, ils sont tous les deux dans cette espèce de vieux manoir, elle est en train de faire son apprentissage, ça se passe très mal, mais en même temps... Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai identifié à Rogue ou pas, mais il a quand même un côté attachant, ce maître, voyez-vous. Il est pas beaucoup plus vieux qu'elle non plus, c'est un prodige depuis qu'il est tout petit, etc. Mais en fait, ouais, au bout d'un moment, j'étais en mode ça va être quoi l'histoire? Parce que l'histoire, c'est juste la suivre dans son apprentissage qui se passe pas mal, qui se passe mal et puis qui finit par se passer bien. Bon, bah, a priori, ça m'intéresse pas. Enfin, vraiment, j'ai pas compris le but de l'histoire, en fait. Je sais pas trop où, j'ai pas compris où on allait, ce qu'on allait me raconter, et le peu qu'on me racontait, bah, je me suis dit, si c'est juste ça, ça m'intéresse pas, en fait. Vraiment. Donc, bah, j'ai fini par arrêter de le lire. J'en ai parlé en vlog et je disais qu'au début ça allait, j'aimais bien et tout, mais en fait, j'attendais que ça démarre et ça démarre pas parce que j'ai l'impression que l'histoire c'est entre guillemets juste son apprentissage avec ce gars dans ce vieux manoir. Et bah, il me manque un truc en fait. À titre personnel, il me manque un truc vraiment. Je m'attendais à plus, à mieux, avec de la magie vraiment et tout. Et bah, c'est juste suivre une jeune fille dans un vieux manoir qui apprend la magie avec un personnage un peu bourbon, un peu sévère. Bah moi ça me suffit pas en fait, donc voilà.
Le suivant, je le vois là, je l'ai entre les mains et je suis partagée. Je sais pas si je le garde et si un jour je le retente ou pas. Je sais pas si c'était le mauvais moment, je sais pas. Mais j'avais envie d'aimer ce bouquin parce que j'adore l'auteur. Mais celui-là, c'est pas passé. Je n'ai pas d'explication. Donc c'est Van Gogh, le tome 1, Entre ciel et mer, non, Entre ciel et terre, de Timothée de Fontbelle. J'ai lu 101 pages. Ah, j'ai un problème avec la page 100 apparemment. Et j'ai pas vraiment accroché. En gros, au tout début de l'histoire, on est à Paris, donc en 1934 a priori. On est au pied de Notre-Dame et il y a une espèce de cérémonie avec un prêtre, enfin avec un évêque, enfin une personne assez haut placée dans l'église, comme ça, là, qui est en train d'un peu bénir. Je sais pas trop les termes exacts, hein, là, Olivier et moi on n'est pas très copains. Même si j'ai eu une formation, enfin une formation. Même si j'ai eu une éducation religieuse, je suis pas très familière avec ça. Bref, donc en gros, il y a pas mal de jeunes hommes devant lui. Et c'est un peu, il est en train un petit peu de les bénir ou de les faire devenir, de les faire devenir prêtres. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de cérémonie comme ça. Sauf que, au milieu de la cérémonie, les flics débarquent. Vraiment débarquent sur la place et ça fait un peu ça fait un espèce d'effet de foule sur la place. Les flics débarquent et ils se mettent à poursuivre Van Gogh. Van Gogh est un jeune homme de, je sais pas, 15-16 ans, tu vois. Et donc lui, sans savoir de quoi il est accusé, sans savoir ce qui se passe, il voit juste les flics débarquer et se mettre à le chercher, à le courir après. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il court et il s'enfuit. Et il réussit à fuir. Et puis ensuite, on va revenir en arrière sur l'enfance de Van Gogh. Van Gogh n'est pas né en France, il n'est pas... il est né dans une espèce de petite île très bizarre. Et puis on a toute son historique de son enfance. Il a été abandonné, puis trouvé, puis changé d'île, et puis il s'est intégré dans une communauté. Et puis on va suivre ça. Et du coup, on oublie totalement ce qui s'est passé à Paris. Donc en fait, ça m'a perturbée, j'ai pas très bien compris, tu vois. Et puis tout ce qu'on me raconte sur Van Gogh, ben en fait, moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qui s'est passé à Paris, pourquoi on l'a accusé lui, pourquoi les flics ont débarqué, qu'est-ce qui va lui arriver à Paris, tu vois. Son enfance à la limite, je m'en fiche, vraiment. Et en fait on passe beaucoup de temps sur ton enfance, etc. On te raconte vraiment la vie de Van Gogh. Mais du coup, j'étais un peu perdue. Alors, c'est du Timothée de Fontbelle, évidemment, c'est toujours extrêmement bien écrit, c'est extrêmement cool à lire. Et c'est aussi pour ça que j'ai été aussi loin, parce que c'est Timothée de Fontbelle et parce que je me suis dit, bon, vas-y, je m'accroche, j'avance et tout. Mais juste, j'ai pas compris le but du bouquin. Alors, si vous l'avez lu et que vous voulez me motiver en commentaire en mode non, meuf, faut pas l'abandonner, faut le reprendre, faut continuer, faut recommencer, faut y aller, c'est super, allez-y. Vas-y, vraiment. Je pense que je vais le garder, je vais le mettre de côté quelques temps. Et puis dans quelques temps, je déciderai si je le retente, je le continue ou je m'en sépare. Mais ouais, je sais pas, Encore une fois, j'ai pas trouvé dans ce bouquin-là ce que je voulais. C'est pour ça aussi que j'ai fini par me poser des questions sur tous ces abandons et me dire que c'était peut-être pas le bon moment pour les bouquins, que c'était peut-être un petit peu ma faute. Parce que c'est comme ça, les bouquins ils sont tels qu'ils ont été écrits et puis si j'y trouve pas ce que je veux, bah c'est parce que j'attendais pas ce qu'il y a dans le bouquin. Vous voyez, enfin bref, je sais pas vraiment, mais j'ai pas compris la construction de la narration en fait. Voilà. Après ça, je l'ai dit en vlog, je suis passée à mes lectures du mois d'août et j'ai commencé des romances, etc. Puis j'ai commencé une romance, ça le faisait pas du tout. Et en fait, j'étais vraiment à un moment où je me suis dit, c'est pas possible, j'y arrive pas à lire, j'arrive plus à terminer un bouquin. Et je veux pas faire un update avec 4 abandons. Je pense que je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Mais je ne voulais pas faire ça. Écoutez, je ne sais pas. Donc je me suis dit, je vais commencer un livre que je suis sûre de terminer. Alors, je l'ai terminé, mais je ne l'ai pas franchement apprécié. Voilà, ce livre en question, c'est le tome 3 des Renegades, donc Rebelles, de Rebecca Yarros. Bah franchement, c'était pas ouf. Vraiment. Donc c'est une trilogie de romances. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Mais vraiment, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Et là, bah ça l'a pas fait. Enfin, c'était pas ouf, quoi. En gros, ici, on suit Rebelle. Donc on est dans le tome 3 qui démarre dans la ligne du temps après le tome 2. Donc c'est mieux d'avoir lu le tome 1 et 2 avant. De toute manière, je vous conseillerais de lire le tome 1 et 2 et limite pas celui-là. Pas titre perso. Mais vous faites ce que vous voulez. Bref, en gros, les Renegades, moi je sais pas exactement ce que ça veut dire en anglais, j'avoue. Je sais pas la vérité, mais apparemment c'est un truc warrior, combattant, etc.
après ce que j'ai dit. Bref, donc on a le groupe des Renegades. En gros, c'est un groupe de jeunes de, je sais pas, 16-17 ans qui font des cascades avec des motos, des quads, genre des loopings, des trucs comme ça. Vraiment, ils font des cascades de malades. Ils font du ski sur le... C'est pas l'Everest, c'est une autre montagne hyper haute, le Kilimandjaro, je crois, un truc comme ça. Vraiment, les gens sont fous. Et donc, ils ont décidé, au début du tome 1, de faire un documentaire sur tout ce qu'ils font pour le publier. Il y a une raison derrière ce documentaire, mais je ne vais pas non plus tout vous détailler ici. Et donc, en gros, l'un des Renegades a pas mal d'argent, et il s'est débrouillé pour prêter un immense yacht sur lequel il a mis une université, enfin une antenne d'une université américaine, je sais plus laquelle. Comme ça, les jeunes, donc eux, vont pouvoir être dessus et faire leurs études. Et en plus, il y a d'autres jeunes qui font pas du tout les cascades, mais qui sont sur ce bateau pour financer un petit peu leur truc. Et donc le bateau, bah, évidemment, le but, c'est qu'ils se baladent un petit peu dans le monde, sur l'eau, tu vois. Et comme ça, ils vont visiter plusieurs pays et faire des cascades un petit peu partout dans le monde. Donc dans le tome 1, on suit Wilder. Et voilà, j'ai adoré. Dans le tome 2, on suit un autre personnage masculin. Et ici, dans le tome 3, on suit Rebelle. Rebelle faisant partie de Renegade et étant une fille, enfin une jeune femme, du coup. Il lui est arrivé un truc vraiment pas cool à la fin du tome 2. Et franchement, ce tome 3 aurait pu être vraiment bien fait. Mais je trouve que bah, c'est mal fait, en fait. Voilà. Au début du tome 3, Rebelle n'est pas sur le bateau suite à tout ce qui lui est arrivé à la fin du tome 2. Elle a un peu quitté le bateau, pris du temps pour elle, etc. Donc elle est aux États-Unis, elle est à Las Vegas, il me semble, et elle va rencontrer un homme, enfin un jeune homme. Il va se passer quelques petits trucs entre eux, etc. Et puis ensuite, elle retourne sur le bateau et on la suit sur le bateau, donc. Et puis donc on a une romance. Mais en fait, j'ai pas aimé la direction choisie par l'autrice par rapport à Rebelle, à tout ce qui se passe, etc. J'aurais aimé tellement plus de détails là-dessus et on en a pas. On se retrouve avec une ado avec des problèmes d'ado en fait, qui est sur son bateau et puis elle tombe amoureuse et machin et bidule et puis les cours et ça n'a rien à voir avec les tomes 1 et 2, vraiment rien. Et le personnage masculin, bah il est fade en fait, je le trouve vraiment fade, j'ai pas du tout aimé, enfin en fait c'est même pas que je l'ai pas aimé, c'est que je suis totalement indifférente à lui, vous voyez, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je le déteste, c'est pas qu'il m'insupporte, ou c'est pas que je l'adore, ou que je l'aime bien, c'est juste bah il est là, il est pas là, bah il est pas là, vraiment, ce personnage masculin est insignifiant pour moi, et Rebelle mérite tellement plus que lui, vraiment tellement plus que lui. J'ai quand même lu le bouquin, mais franchement c'était vraiment pas ouf. Voilà, je suis dégoûtée parce que j'ai commencé ce tome 3 en me disant c'est le tome 3 d'une saga que j'adore, j'ai adoré le tome 1 et 2, machin, bidule, ça va être trop cool. Et en fait, pas du tout. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.